Notre Père Céleste, nous te remercions pour ce moment que tu nous permets de passer, ce moment d'étude. Et nous voulons réclamer ta présence encore une fois de plus, que tu puisses être parmi nous, que tu puisses nous accorder ton esprit, nous conduire durant ce moment, afin que nous puissions comprendre ta parole, mon Père Céleste, et mieux te servir. Nous te rendons grâce pour tes bienfaits, nous t'avons pris dans le nom et par les moyens de ton Fils Jésus. Amen. 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 Alors, donc le sujet que nous allons aborder durant ces moments, l'école du sabbat et ensuite le culte, est basé sur Apocalypse 13, versets 11 à 14. Dans un premier temps, je vais vous demander à quelqu'un de lire ces versets. Apocalypse 13, versets 11 à 14. Apocalypse 13, versets 11 à 14. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire? Je peux le faire. Oui, vas-y. Alors, Apocalypse 11 à 14, hein, c'est bien ça? 13, versets 11 à 14, ouais. Oui, voilà. Alors, j'y vais. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Verset 12. Elle exerçait toute autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses biens et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Verset 13. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire, alors je vais remonter, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Verset 14. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Ok. Disant aux habitants, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Voilà. Amen. Ok, merci. Donc, essentiellement, on va s'arrêter sur le verset 11. Généralement, pour l'ensemble de ces versets, la compréhension traditionnelle qu'on a dans l'adventisme, ou l'interprétation qu'on donne à ces versets, c'est que ça fait référence à dimanche aux États-Unis et dans le monde entier. Donc, on comprend ces versets comme étant l'imposition du dimanche comme jour d'adoration. Donc, dans cette étude, on ne va pas s'arrêter sur ce qui sera imposé pour que la bête puisse imposer, ce qui sera imposé comme jour d'adoration, mais on va s'arrêter essentiellement sur le verset 11 et essayer de comprendre cette partie et la signification de ce symbole, le parler du dragon, en fait. Et on va faire cela en relation avec les interprétations qu'Ellen White donne et la signification de ce symbole dans les écrits d'Ellen White, dans la tragédie des siècles, plus particulièrement, pour essayer de comprendre comment cette prophétie s'accomplit pour nous dans notre dispensation. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ou je répète un petit peu l'objectif. Tu veux bien répéter, s'il te plaît, Maurice? Oui, alors je disais que ces versets-là, les versets 11 à 14, généralement, ils sont compris dans l'adventisme comme étant l'accomplissement de la loi du dimanche aux États-Unis et dans le monde. Donc, nous, ce qu'on va faire, notre objectif durant l'étude aujourd'hui, nous, on va s'arrêter exclusivement sur le verset 11 qui parle, qui décrit que la bête parle comme un dragon. Donc, nous, on va faire cela en relation avec l'interprétation qu'Ellen White donne de ce symbole, de sa signification. Et on va essayer de comprendre comment ça s'accomplit pour nous aujourd'hui dans notre dispensation. Ma première question pour vous serait,
quelle interprétation Ellen White donne de cette partie de la vision? Spécifiquement le verset 11. Quelle interprétation qu'elle donne de cette partie de la vision? Donc, est-ce que vous avez compris la question? Donc, la question, c'est quelle interprétation Ellen White fait de cette partie de la vision, de ce symbole qui est décrit dans le verset 11? Quelle interprétation qu'elle en donne? Est-ce que la question a été comprise? Ou faut-il que je répète? On peut parler ou il faut lever la main? Je ne sais pas comment vous faites généralement. Il y a Harold et Samantha avant. Clara, ça n'a pas changé. Il faut lever la main pour prendre la parole. Ouais. D'accord? Et c'est Harry qui gère le chat et les mains levées. Donc ça y est, tu as la main levée. Alors, je disais qu'Ellen White elle nous parle d'une autre bête qu'elle qualifie avec les États-Unis, qui sort de la terre. Et elle parle des deux cornes du protestantisme et du républicanisme et qu'elle identifie à l'Amérique et à leur gouvernement. Et qu'elle nous dit qu'il y a un moment donné qu'elle va parler comme un dragon par rapport à sa politique. Voilà ce qu'elle dit en gros, quoi. Voilà. Dans les... Ouais. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait intervenir par rapport à la question? Non. Alors donc, oui, exactement, elle dit que le parler, en fait, l'interprétation qu'elle donne par rapport à ce symbole, elle dit que c'est par ses décisions judiciaires et législatives qu'une nation parle. Donc, on a cela dans le diapo. Attends, je vais vous donner, c'est... Donc tu cherches Maurice, il y a quelqu'un qui a... C'est la diapo numéro 3. Mais généralement, on connaît, je vais vous donner le passage, c'est tragédie 479.1. Donc la signification qu'elle donne de ce verset, c'est le parler d'une nation et l'action de ses autorités législatives et judiciaires. Alors ensuite, par rapport aux symboles qui sont donnés, Ellen White dit aussi qu'il y a une contradiction en fait entre ce que dans ce symbole, elle dit l'esprit de prophétie parle de dragon dénonçant un esprit d'intolérance et de persécution. Donc on a le parler qui symbolise, ou selon l'interprétation que donne l'esprit de prophétie qui représente le fait de prendre des décisions judiciaires, mais aussi ça dénonce aussi un esprit d'intolérance et de persécution. C'est toujours dans le même chapitre qu'elle donne ces interprétations-là, c'est à partir de la page 479.1. Oui. Alors je disais que dans le verset 11, donc nous voyons que le parler d'une nation est représenté par ses actions et l'action de ses autorités législatives et judiciaires. Et aussi, Ellen White dit que ça dénonce aussi un esprit d'intolérance et de persécution. Donc, la bête est décrite comme ayant deux cornes. Qu'est-ce que symbolise ces deux cornes? Ces deux cornes symbolisent quoi, en fait? Donc, on a vu que pour le parler, ça représente l'intolérance et la persécution et le fait de promulguer des lois, parce que c'est par ces lois qu'une nation parle. Et maintenant, on voit notre symbole à travers ce verset, qui sont les deux cornes. Et les deux cornes symbolisent quoi? Alors Sophie aimait républicanisme et protestantisme. Ça a apparu à l'instant de mon côté. Donc, les deux cornes symbolisent... donc, nous avons aussi dans la page des siècles à la page 478, verset 1, point 1, 478.1, où Ellen White dit que
ça symbolise la jeunesse et l'innocence et la douceur. Donc, au travers de ce symbole-là, donc on a pas mal d'informations sur ce que Ellen White nous apporte. Les deux cornes, ça représente le protestantisme et le républicanisme, la jeunesse et l'innocence et la douceur. Et le parler, c'est le fait de pouvoir promulguer des lois, et ça laisse aussi apparaître un esprit d'intolérance et de persécution. Donc maintenant, on va avancer. Que signifie le républicanisme? Quelle est la signification du républicanisme? Mais il faut aller chercher dans le dictionnaire, ça. Oui, mais par rapport à ce que vous savez, alors vous n'avez rien en tête par rapport, si peut-être c'est des choses que vous avez déjà regardées auparavant, quelle définition que vous allez donner au républicanisme? Ou comment vous le comprenez? S'il n'y a pas de... Alors, on a une réponse. Oui, allez-y. Maurice, et alors, il y a Georgette qui dit que c'est un parti politique. Non, c'est pas la définition propre du républicanisme. Ça peut être ça, mais c'est pas cette réponse-là vraiment que j'attends. On a une deuxième réponse de la famille Molia qui dit c'est le type de gouvernance. Ouais. La liberté civile. On voulait parler aussi. Il y a qui? Alors, il y a quelqu'un qui a dit qu'il fallait chercher la définition dans le dictionnaire. Voilà. Dis-moi. Oui. C'est Harold, bon, on voit pas ma main. Je dis la liberté civile, non? Oui, ça peut être ça. Ça peut entrer dans la définition du républicanisme. Donc, si vous regardez sur Internet ou Wikipédia ou dans un dictionnaire, moi, ce que j'ai relevé, en fait, il dit c'est le républicanisme défend des valeurs de la liberté. Donc, on va dire au niveau individuel, défend qu'une personne ne peut être dominée par une autre, ni par l'État ou par quelque autre intermédiaire. Dans son acception politique, le républicanisme défend l'idée selon laquelle l'objectif de l'État ou de gouvernement, le sens de son existence comme de ses décisions doivent être le bien commun. Donc ça défend des valeurs de liberté. C'est ça le sens général, en fait, on va dire, du républicanisme. Donc, oui. Je vais juste te dire 3 interventions des personnes qui vont dans le même sens que toi par rapport à la question. Oui. Il y a Michel qui dit que c'est une idéologie politique et une conception de liberté. Philippe qui dit que la politique est centre sur la nation. Et Christian qui dit c'est une conception de la liberté. Voilà. Ouais. Alors donc, ouais, je suis d'accord. Donc, après, quand on parle de politique, c'est-à-dire que un parti ou un autre peut endosser cette idéologie à travers son parti, mais après, le sens propre du républicanisme, c'est les valeurs qui défend les valeurs de la liberté, en fait. Donc maintenant, on voit que ça fait partie des symboles qui sont représentés dans la vision de Jean par rapport aux 2 cornes, puisque la bête avait 2 cornes, et les 2 cornes représentent la jeunesse et l'innocence et la douceur, mais aussi le républicanisme et le protestantisme. Et maintenant, quelle définition donnons-nous au protestantisme? C'est quoi le protestantisme? Ici, dans ce symbole qui nous est présenté, et par rapport à la définition que nous donne l'esprit de prophétie des 2 corps. Que représente le protestantisme? C'est dans quelle est la définition du protestantisme, plus exactement? Alors Maurice, j'ai une réponse de Georgette qui dit que c'est l'église apostate.
Le protestantisme, la définition du protestantisme, hein, pas ce qu'elle représente, mais c'est sa définition, en fait, que je veux. Moi, je dis c'est un système religieux. Le protestantisme, Mhm. Je l'ai vu la main. aïe, Christian qui veut intervenir. ouais, ouais. Oui, Ouais, Patricia, tu peux intervenir, Patricia, vas-y. ah oui, voilà ce que j'ai relevé du dictionnaire. Le protestantisme est l'une des principales branches du christianisme avec le catholicisme et l'orthodoxie. Et ce que j'ai bien aimé, entendu largement, le protestantisme est l'ensemble des églises qui sont issues de la réforme, selon le Petit Larousse. Dans le contexte de la nation. Ça, c'est une définition que tu prends du dictionnaire. Oui, tout à fait. Mais je vois qu'il y a un lien avec la réforme, justement, avec Martin Luther, avec Luther, et avec tous les autres réformateurs de la tragédie des siècles. On voit les protestants aussi, là, tout autour. Enfin, c'est ce qu'il est dit, hein, mais c'est ce que je vois. Entendu largement le protestantisme et l'ensemble des églises qui sont issues de la réforme. Alors Maurice. généralement, il y a quelqu'un qui voulait parler? Oui, attends, il y a des interventions sur le chat. Vas-y. La famille Molia qui dit que c'est ceux qui, au début, protestaient contre Rome. Clara qui dit que c'est l'ensemble des églises qui sont issues de la réforme. Martine dit que religion, entre parenthèses, croyance des églises protestantes sur les points où elles diffèrent de la doctrine catholique. Christian qui répond que c'est la religion issue de la protestation de Luther. Sophie qui dit que protester contre toute forme d'oppression. Michel, un ensemble d'églises, entre parenthèses religion. Et je pense que c'est Isaline qui dit que c'est le christianisme. Le christianisme. C'est Sophie qui a raison. Ouais. Alors moi j'avais... Bon, après, il y a... Je dirais qu'il y a... Ouais, il y a... Ça rentre dans la définition que j'avais trouvée. Bon, il y a des contextes, en fait. Hein. Il y a des contextes et puis il y a des applications, en fait, qui sont données directement dans les définitions. Mais la définition... la première définition que moi, je donne à cela, c'est par rapport à ce qui s'est passé en 1529. Je demande à Eric d'afficher maintenant la diapo. C'est la 6, je crois. Ah, ok. Donc, le protestantisme tient sa signification du refus des princes en 1529 de se rallier à l'Église catholique. Donc, ils protestent. On va dire que le protestantisme est né. Et la définition classique du protestantisme, c'est le fait de protester contre l'hégémonie du catholicisme. Donc, après... on peut dire aussi que c'est le fait de protester contre comment dirais-je, toute oppression, en fait. Il y a quelqu'un qui avait dit ça dans les significations, mais généralement, on le tient par rapport à la réforme et au fait que les princes avaient protesté contre Rome en 1529. Donc, c'est à partir de ce moment-là que le mot... protestant a été employé pour la première fois, si je me trompe. Si je ne me trompe. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord d'accord. avec ça. Je suis d'accord avec ça. Voilà. Alors, donc, le protestantisme, c'est le fait de protester contre... c'est de protester, en fait. Toute forme d'oppression. Toutes les personnes qui protestent contre Rome. Oui, au départ, c'était ça. Les réformateurs, Jean Wycliffe, Jérôme, je crois que c'est Jérôme, tout ça, ils ont protesté contre l'Église, ils n'étaient pas d'accord, ils ont été persécutés. Pour moi, c'était des protestants. Voilà. Et donc, quand on parle du protestantisme aujourd'hui de toutes les églises, ils ne rentrent peut-être pas forcément dans cette signification-là. Voilà, donc on associe les autres dénominations qui sont en marge du catholicisme comme étant des protestants, mais n'oublie pas qu'à l'époque des pionniers ou des millérites,
on parlait déjà du protestantisme apostat. Donc, ça veut dire que ce protestantisme, les protestants de cette époque-là ne protestaient plus parce qu'ils étaient revenus dans les doctrines initiales catholiques. Donc, l'idée du protestantisme, ça reste le fait de protester. Donc, maintenant, si on revient au verset 11, qui parle de la bête qui monte de la terre, donc on voit qu'il y a les deux cornes qui représentent le protestantisme et le républicanisme. Et ensuite, on voit la voix du dragon. Et donc maintenant, la voix du dragon, que représente la voix du dragon? Parce qu'on a déjà vu pour les deux cornes, républicanisme et protestantisme. Et on voit aussi que Ellen White, dans l'explication qu'elle nous donne, elle nous dit qu'il y a un contraste entre les deux cornes et la voix du dragon. Donc, il y a une opposition et il y a un contraste, une opposition entre ces deux entités. Donc, ça, on peut le lire toujours dans la tragédie des siècles, 479.1. Donc, elle dit, cette bête indique une contradiction frappante entre la profession de foi et les actes de la nation qu'elle représente. Donc maintenant, nous, ce qu'on veut comprendre maintenant, on va parler de cette opposition un peu plus tard. Qu'est-ce qui amène cette opposition? Mais ce qu'on veut comprendre maintenant, c'est ce que représente le symbole du dragon, la voix du dragon. Comment on va le définir? Ça représente quoi? Si on veut aller au-delà du symbole pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Est-ce que vous avez une idée? Que représente la voix du dragon? Ou symbolise la voix du dragon? Moi, j'ai une réponse sur le chat de la famille Molia qui dit que c'est une décision prise à travers des lois. Tu m'entends? C'est bon? Oui, j'ai entendu. Okay. Il y a d'autres réactions? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Alors, je vais vous donner l'interprétation que donne l'esprit de prophétie. C'est 479.1. Qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est quelqu'un qui peut bien vouloir lire si vous trouvez la réponse. Il y a Femolia qui continue en fait à écrire sur le chat qui dit que et qui vont à l'encontre de sa profession de foi de garantir les libertés individuelles. Mélène qui dit des décisions contraires aux affirmations de la Constitution. Oui. Alors, moi, j'ai trouvé une autre réponse. Alors, qui dit, dans ce chapitre 479.1, il dit, alors, la prédiction disant qu'elle parlera comme un dragon et qu'elle exercera toute l'autorité de la première bête en sa présence, annonce clairement l'apparition d'un esprit d'intolérance et de persécution. Donc, on voit que la voix du dragon laisse apparaître un esprit d'intolérance et de persécution. Donc, derrière le symbole de la voix du dragon, c'est un esprit d'intolérance et de persécution qui ressort. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il y a la famille Molia qui souhaiterait parler. Vas-y. Oui. À la page 479.1, au début du paragraphe aussi, je trouve que ça donne une idée. C'est dit que le langage du dragon indique une contradiction frappante entre la profession de foi et les actes de la nation qu'elle représente. Je ne sais pas si tu as vu ça. Au début du paragraphe. On n'entend rien, on n'entend pas très bien, si vous parlez plus fort. Alors, au début du paragraphe, il est dit que ça indique une contradiction frappante entre la profession de foi et les actes. Ah non, je me suis trompée. C'est parler des corps et du langage. Oui. Mais toi, tu voulais le langage seulement, c'est ça? Oui, c'est le langage seulement. Ah ben non, c'est bon. Alors, tu étais dans quel paragraphe?
Le même que tu as dit, juste le 79.1. Si tu descends un peu plus bas au milieu du paragraphe, elle dit... Oui, parce que j'allais dire la même chose. Oui, vas-y. La voix du dragon, quand il est dit au milieu du paragraphe, la prédiction disant qu'elle parlerait comme un dragon, c'est qu'elle exercerait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et c'est là où, donc après que tu as rajouté l'esprit d'intolérance et de persécution, mais avec autorité. Voilà, c'est-à-dire que moi, ce que je cherche, c'est ce que représente la voix du dragon, en fait. L'intolérance et la persécution, comme tu as dit, là, ok. C'est au milieu, du paragraphe, et j'ai rajouté avec autorité. Ok, Voilà. il y a quelqu'un d'autre qui voulait parler aussi? Oui. Molia, oui. Oui. Juste avant, je lis une intervention de Georgette dans le chat qui dit que c'est une apparition d'un esprit d'intolérance et de persécution. Voilà. Ok. Moi, j'arrive à la même conclusion aussi. Donc, Sandrine, oui, vas-y. je ne sais pas si Sandrine voulait continuer. Oui. Là, oui, David, c'est la main, je pense. Ok. Bah, tu peux continuer, Maurice. Je veux continuer. Alors, ok. Donc, si on résume ici, à travers les symboles, ce qu'on a vu par rapport au verset 11, on a vu la signification que l'esprit de prophétie donne du verset 11 par rapport aux deux cornes. Il y a la voix du dragon, les deux cornes représentent le républicanisme et le protestantisme, la douceur et l'innocence. Et la voix du dragon représente symbolise un esprit d'intolérance et de persécution. Ces deux choses-là vont s'opposer, puisque au début du verset, on voit que les États-Unis, qui représentent une bête qui monte de la terre, est constituée de deux choses, des cornes d'agneau et de la parole du dragon, et qui s'opposent. Maintenant, et tout ça, ça représente les États-Unis. Donc maintenant, comment au sein de quoi s'expriment en fait ces deux choses-là dans le pays, en fait, aux États-Unis? La voix du dragon et le républicanisme et le protestantisme. Ils s'expriment au travers de quoi maintenant? Est-ce que vous comprenez la question? Ou que je reformule? Essayez de reformuler, Maurice. Oui. Alors, je disais qu'on a vu que la bête qui monte de la terre, il a deux cornes d'agneau et il parle comme un dragon. Et on a défini, on a expliqué que les deux cornes représentent le républicanisme et le protestantisme, la douceur et l'innocence. Et on a vu que la voix du dragon représente un esprit d'intolérance et de persécution. Au travers de ce pays qui est les États-Unis, qui représente la bête, sous quelle entité ces deux choses qui s'opposent s'expriment? Où est-ce qu'ils sont visibles, en fait? Alors, au travers de quel organe ils s'expriment, en fait? Oui, j'ai Francine qui souhaiterait intervenir. Oui. Vas-y, Francine. En fait, c'est Betty. Ah, Betty. Oui, Betty. Oui, en fait, c'est à travers les deux... Le judiciaire, c'est bien ça, hein, oui. Le pouvoir judiciaire, c'est pour les lois. J'ai Fanny Moula qui dit par ses lois et ses décisions judiciaires. Et Georgette qui dit à travers la Constitution des États-Unis. Les deux organes-là, le pouvoir législatif et judiciaire. Oui. Oui, ça répond un petit peu à la question, mais vous allez très très vite. Hein. Je vois que vous comprenez vraiment bien le sujet. Donc, moi, je dirais, dans un premier temps, si on lit dans la tragédie d'essai 478.1, pour parler du républicanisme et du protestantisme, dans leur définition au sens le plus large, Ellen White va dire que
le républicanisme et le protestantisme, symbolisés par les cornes d'agneau, ont été consignés dans sa déclaration d'indépendance. C'est ce qui constitue sa profession de foi. Donc, on voit que, puisque ce sont les composantes de cette nation, le républicanisme et le protestantisme et la voix du dragon, donc on dira qu'ils s'expriment par l'élément politique, à travers l'élément politique de cette nation. Que ce soit le républicanisme et le protestantisme, mais aussi la voix du dragon. Donc déjà, on a... Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes allé plus dans les détails, mais dans un sens général, on va dire que c'est à travers l'élément politique, la sphère politique, que ces deux choses-là s'expriment en fait et se manifestent. Maurice, Mélanie qui dit que cela commencera par un changement de la Constitution. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle est d'accord si ça va dans le même sens que toi. Est-ce qu'elle peut expliquer qu'est-ce qu'elle veut dire par un changement de la Constitution? Par un changement de la Constitution. Mélanie, tu peux parler si tu veux. Oui, dans la tragédie des siècles, de telles mesures seront en opposition avec les principes de ce gouvernement et contraires au génie de ces libres institutions, comme aussi aux affirmations les plus solennelles de la Déclaration d'indépendance et de la Constitution. Afin d'éviter tout retour de l'intolérance et de la persécution, les fondateurs de la nation ont veillé avec soin à ce que l'Église ne puisse jamais s'emparer du pouvoir civil. La Constitution déclare que le Congrès ne pourra faire aucune loi permettant l'établissement d'une religion d'État ou qui en interdise le libre exercice. Elle ajoute qu'aucune condition religieuse ne pourra jamais être exigée comme qualification indispensable à l'exercice d'une fonction ou charge publique aux États-Unis. La Constitution interdit de faire une religion, l'établissement d'une religion d'État. Mais comme ça va les gêner, ils vont déjà commencer par changer la Constitution. Alors, c'est quoi la question, en fait? La question, c'était quoi? La question, c'était par quoi il va parler, quel est l'organe par lequel il va parler, comme le dragon. Et aussi, le républicanisme et le protestantisme aussi, les deux. Les deux. C'est au travers de quoi ils s'expriment? Alors, c'est quoi ils s'expriment au travers des lois. Des lois, ils ont des organes judiciaires, législatifs, c'est à travers de ces organes-là qu'ils vont parler. Oui, c'est d'accord. L'action de parler, en fait, on avait vu, l'action de parler, c'est le fait de promulguer des lois. Mais le républicanisme et le protestantisme, ce sont des notions de liberté qui s'expriment aussi au travers de l'élément politique de cette nation. Donc, il y a la voix du dragon aussi qui va s'exprimer aussi au travers des mêmes organes. Est-ce que vous comprenez? Oui. En fait, dans la vision, Jean est en train de décrire les États-Unis. Donc, il voit les États-Unis comme une bête. Mais cette bête a deux cornes et il parle comme un dragon. Donc, nous, dans un premier temps, on a défini ce qu'étaient les cornes et ensuite la voix du dragon. Donc, ça nous donne une perspective. C'est-à-dire qu'on sait que les deux cornes représentent le républicanisme et le protestantisme et la voix du dragon représente un esprit d'intolérance et de persécution. Donc, au travers de cette nation, on veut voir sous quelle entité, en fait, ces deux choses qui s'opposent s'expriment, en fait. Où est-ce qu'ils se manifestent? Donc, ma conclusion par rapport à cela, c'est que c'est à travers l'élément politique, en fait, qui vont se manifester. Michel a donné la même réponse que toi, que c'est par rapport à la politique. Et Isaline souhaiterait avoir la référence que tu as donnée, celle qui montre que c'est au niveau politique. Je ne sais pas si c'est le diapo que tu as vu tout à l'heure. Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas comment dirais-je, dans l'esprit de prophétie, il n'y a pas une citation qui dit que c'est au niveau politique. Mais il dit que
La citation que j'ai mentionnée, c'est 478.1, pour parler du républicanisme et du protestantisme. On sait que le républicanisme prône des valeurs de liberté. On peut le prendre comme une idéologie, c'est des valeurs de liberté, peut être endossé par tel autre parti, soit de droite ou de gauche, mais à partir du moment on est dans une république, la République, il va mettre en valeur ou mettre en avant ces valeurs-là, en fait, qui sont le républicanisme et le protestantisme. Et ensuite, on a dans cette nation aussi une partie qui représente la voix du dragon, qui est aussi un esprit d'intolérance aussi. Donc, ça peut être endossé aussi par n'importe quel parti aussi. Mais dans sa constitution, à la base de sa constitution, la citation qu'on a avec l'esprit de prophétie, qui est 478.1, il nous a dit que le républicanisme et le protestantisme, symbolisés par les cornes d'agneau, ont été consignés dans sa déclaration d'indépendance. Et c'est ce qui constitue sa profession de foi. Donc, après, on ira vers les partis qui existent, qui ont existé aux États-Unis, on verra qu'eux, ils vont se baser dans leur politique sur ce qui est écrit dans la Constitution. Je voulais dire quelque chose. Pour répondre à ta question, Isaline aussi. Dans l'esprit de prophétie, tu ne vas pas voir le mot, c'est par les politiques que la nation va parler comme un dragon. Mais comme Maurice t'a dit, je ne me rappelle pas la citation, la nation, le principe du républicanisme et du protestantisme, c'est dans la Constitution et la déclaration d'indépendance. Constitution et déclaration d'indépendance au niveau de l'État, au niveau d'organes politiques. D'accord, sans parler de parti, mais c'est l'organe politique de l'État qui a mis en place, qui a rédigé à la fois cette constitution et cette déclaration d'indépendance. Donc, ça veut dire qu'on est au niveau d'un système étatique, d'État, et on est au système de personnages politiques qui ont mis en place les caractéristiques de la nation. Donc, ce n'est pas l'organe, ce n'est pas comment dirais-je, c'est pas l'organe, c'est pas le peuple, mais c'est vraiment une branche qui représente le peuple qu'on appelle l'organe politique. Donc c'est pour ça que Maurice te disait que l'organe qui va faire en sorte que le dragon va parler, la nation va parler comme un dragon, ça sera au travers de l'organe politique. Et ensuite, après, il y a eu les définitions plus en détail, les branches législatives et judiciaires. Je ne sais pas si ça peut t'éclairer. D'accord. Elle a marqué sur le chat qui a été d'accord avec toi. On continue? C'est quoi ça, le petit doigt? On continue. Alors, donc, on voit que au niveau de cette bête ou au niveau des États-Unis, il y a deux choses qui s'opposent. Donc maintenant, ce qu'il faut, et on voit que ce sera au travers, ces deux choses-là, ils vont se manifester au travers de l'élément politique, hein, comme on l'a dit, ou de l'organe politique au niveau de cette nation. Donc s'il faut revenir un petit peu en arrière, le premier parti politique des États-Unis fut l'un des premiers partis. Donc, je n'ai pas été vraiment au tout début pour fouiller, pour chercher vraiment qu'est-ce qui s'était passé au tout début, dans les années 1700. Mais si vous regardez, si vous faites une recherche rapide, le premier parti fut les républicains démocrates. Et ils étaient opposés vers les années 1792, et ils étaient opposés au parti fédéraliste créé à partir des années 1789. Donc, les républicains démocrates, non. C'est-à-dire que les fédéralistes, ils avaient beaucoup d'admiration pour le Royaume-Uni.
et ils étaient en sa faveur. Et on nous dit, tandis que les démocrates républicains s'opposaient à la monarchie. Et ils avaient tendance à soutenir la France qui était opposée au Royaume-Uni à cette époque-là. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les républicains démocrates sont l'ancêtre du parti républicain et démocrate qui existe, le parti républicain et le parti démocrate qui existe de nos jours aux États-Unis. Donc, dans un premier temps, on avait les républicains démocrates, et le parti fédéraliste qui était opposé, qui s'opposait, qui sont l'ancêtre en fait du parti démocrate d'aujourd'hui et du parti républicain. Donc, le parti républicain démocrate, ils se sont séparés en 1824, lorsque John Quincy Adams fut élu président. Donc ensuite, ils ont fondé les Républicains, qui n'étaient pas encore un parti à cette époque-là. Ils ont fondé le parti Whig en 1854. En 1830. En 1830 Tu viens de me dire en 1830. Peut-être que je ne suis pas... tu peux dire ce que tu disais? Éric, je crois qu'il y a une diapo. En fin de compte, le parti Whig a été supprimé et il est devenu le parti républicain en 1854. Mais le parti Whig a été créé dans les années 1820-1833, je ne suis pas sûre. Ouais. Voilà, ouais, c'est ça, 1828 à 1854, c'est le parti Whig. Et ensuite, le parti Whig est devenu le parti républicain en 1854. Oui, voilà. 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 Donc, le parti Whig est devenu le parti républicain en 1854. Et ils se sont séparés par rapport à l'expansion de l'Ouest. Donc, à cette période-là, il y avait les États du Nord et les États du Sud. Les 11 États du Nord et les 11 États du Sud. Les États du Nord, ils étaient esclavagistes. Les États du Nord étaient abolitionnistes et les États du Sud esclavagistes. Et il y a eu l'acte Kansas-Nebraska qui donnait aux États du Sud la possibilité d'étendre l'esclavage dans les nouveaux territoires. Et comme ils n'étaient pas d'accord sur ça, donc il y a eu une séparation qui a le parti républicain démocrate s'est séparé. Donc, et le parti Whig, en fait, du parti Whig est sorti ces deux partis qu'on a aujourd'hui, ce sont les démocrates et les républicains. Donc, ils se sont formés, en fait, à partir des personnes qui étaient opposées à l'esclavage. Et donc, à partir de là, ils ont formé le parti républicain qui a dominé, en fait, la sphère politique des États du Nord qui était abolitionniste. Et le parti démocrate était esclavagiste durant cette période. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça va? Vous voyez un petit peu. Donc, on a eu le parti républicain démocrate contre le parti fédéraliste. Ensuite, le parti Whig qui lorsqu'il s'est arrêté, a donné les républicains. Et ensuite, on a eu le parti démocrate. Voilà. Est-ce que c'est juste les grandes lignes, en fait, des partis que je vous ai brossés? Donc, après, si vous voulez entrer dans plus de détails, ça vous donne une vision globale. Donc, on a les républicains démocrates, le parti fédéraliste. Ensuite, on a le parti Whig, qui va se dissoudre et il va donner les républicains. Et les républicains sont composés de personnes qui étaient contre l'esclavage. Et le parti démocrate représente ceux qui sont pour l'esclavage durant cette époque. OK? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, pourquoi on a été dans ces détails-là par rapport au verset 11? C'est que c'est important de comprendre, en fait,
où s'exprime en fait la voix du dragon ou le républicanisme et le protestantisme, parce que ce sont deux choses qui s'opposent et ils vont s'exprimer au travers de l'élément politique des États-Unis. Donc, d'une part, il y aura la voix du dragon qui sera exprimée d'un côté, et de l'autre côté, les principes du républicanisme et du protestantisme. Donc, ça nous permet de partir de la vision des symboles, donner une explication des symboles et d'arriver dans le concret, en fait, pour avoir une vision plus claire de la façon, d'avoir une vision plus claire de la façon dont ça se présente aujourd'hui devant nous. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Voilà. Alors, le parti... Excuse-moi, je lève la main, ça passe pas. Tu m'as dit la démocratie, c'est pour l'esclavage? Non, le parti démocrate, à cette époque-là, était pro-esclavagiste. C'était le parti qui dominait les États du Sud, qui était pour l'esclavage. Et le parti républicain dominait les États du Sud qui étaient abolitionnistes. Le parti du Nord. Maurice, il y a une famille Moya qui souhaiterait intervenir. OK. Oui, Maurice, excuse-moi. Tu as demandé est-ce qu'il y aurait une question? Oui. Et je crois que j'ai perdu un fil là. Je n'ai pas compris d'où sortait le parti Whig. Parce que tu as expliqué qu'il y avait le parti républicain-démocrate et le parti fédéraliste. Et ensuite, tu as parlé du parti Whig qui est devenu le parti républicain en 1854. Donc, je pense que j'ai perdu quelque chose. Le parti Whig, il existait déjà ou c'est... Non, ce sont les républicains qui ont fondé le parti Whig. Ah, le parti républicain-démocrate. Non, les républicains, ils ont fondé le parti Whig. Il y avait au départ les républicains démocrates contre les fédéralistes. Les fédéralistes, ils étaient plus pour la monarchie, et tandis que les démocrates, les républicains démocrates, ils étaient contre la monarchie, parce qu'ils sortaient des 1260 années, les pèlerins, quand ils sont arrivés aux États-Unis, ils n'ont pas voulu être sur la domination d'un roi. Donc, il n'y a pas eu de monarchie aux États-Unis. Il y a eu cela qu'en Europe. Et à la Révolution française, on a eu Louis XVI qui a été décapité. C'était la fin de la monarchie. Et donc, on a eu le républicanisme en France, avec la République. Et donc, les fédéralistes aux États-Unis, ils étaient opposés aux républicains démocrates, mais les fédéralistes, ils étaient plus du côté du Royaume-Uni, en fait. D'accord. Parce que c'était encore la monarchie. Et la France était contre le Royaume-Uni par rapport à ça. Donc, ce qui fait que il y a une opposition. Donc, on a vu que dans le symbole, entre les deux cornes d'agneau et la voix du dragon, il y a une opposition, il y a un contraste. Et cette opposition-là, il va se retrouver au sein des partis, en fait, qui vont composer les États-Unis. Parce que c'est là que ces symboles-là, ils vont s'exprimer, que ce soit le républicanisme ou le républicanisme et le protestantisme d'un côté, et de l'autre côté, la voix du dragon. Donc, c'est au travers de l'élément politique de ce pays qu'ils vont s'exprimer. Donc maintenant, quand on arrive dans les années 1824, non, avant, 1792, on a le Parti fédéraliste qui s'oppose aux républicains démocrates. Après, plus tard, on a les républicains. Là, c'est pas un parti. On a les républicains qui vont former le parti Whig. Et le parti Whig, ils vont faire des compromis. Donc, et là, il y aura une séparation, en fait. Cette séparation est due au Kansas-Nebraska Act, qui donne la possibilité aux États du Sud
qui sont esclavagistes comment dire, de perpétuer en fait ou de répandre le système esclavagiste dans les États dans les nouveaux territoires qui seront ouverts en fait. Et là, les États du Nord, ils ont vu ça comme un compromis qui ont été faits aux États du Sud. Donc il y aura le parti Whig, il va se diviser, et ceux qui sont contre l'esclavage vont former le parti républicain. Donc, ils vont dominer plus la sphère politique des États du Nord. Et les démocrates, maintenant, ils seront esclavagistes et ils vont dominer la sphère politique des États du Sud. Donc, on a les démocrates qui sont esclavagistes et les républicains qui sont anti-esclavagistes durant cette époque-là. Mais ce qui va se passer, c'est que donc, le point que j'ai fait ressortir, c'est que les républicains démocrates, c'est l'ancêtre du parti, en fait, des deux partis qu'on a aujourd'hui dans la sphère politique de nos jours, les démocrates et les républicains. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a un inversement, c'est-à-dire que leur idéologie a changé, en fait. Maintenant, les démocrates prônent des valeurs libérales, tandis qu'à l'origine, les démocrates, ils étaient esclavagistes. Donc, il y a un changement qui s'est produit au fil du temps. Donc, dans notre étude aujourd'hui, on ne va pas retracer comment ça s'est passé, regarder toutes les étapes, mais aujourd'hui, quand on vous parle du parti démocrate de nos jours, ils vont prôner des valeurs libérales. Donc, c'est quoi le libéralisme en politique? Quelle définition vous allez donner du libéralisme en politique aujourd'hui? Madame Maurice, juste avant, il y a Jean-Jacques qui te pose une question. Elle veut savoir, est-ce qu'on peut dire que la voix du dragon s'exprime à travers le Parti démocrate, le républicanisme, le protestantisme au Parti républicain? Est-ce que tu peux... Je reprends. Est-ce que tu peux reposer la question, excuse-moi? Oui, alors elle dit, est-ce qu'on peut dire que la voix du dragon s'exprime à travers le Parti démocrate et républicanisme, protestantisme au Parti républicain? On va arriver à cette conclusion. Mais ce que j'ai voulu dire, la façon dont je l'ai présenté au départ, c'est que j'ai voulu montrer que, en fait, les symboles qui sont représentés par la corne, les cornes d'agneau et la voix du dragon s'expriment au travers des entités politiques du pays. Donc, parce qu'au départ, lorsqu'on va définir, on va bien définir ce que représente la voix du dragon au travers de l'idéologie qui est véhiculée dans la politique aujourd'hui. Il faudra qu'on fasse ce travail pour pouvoir l'identifier. On pourra répondre oui à sa question. Mais au départ, par rapport aux définitions qu'on va donner, on verra que la voix du dragon s'est exprimée chez les démocrates dans les années 1800. Pourquoi? Pourquoi je dis que la voix du dragon s'est exprimée au travers du parti démocrate? C'était quoi les valeurs que le parti démocrate de l'époque mettait en avant ou défendait? Maurice, il te reste 5 minutes pour terminer. Okay. C'était quoi les valeurs que... C'était quelles valeurs les démocrates défendaient au début? Alors, j'ai Corinne qui répond l'esclavage. L'esclavage. Donc, on voit que on va donner une définition pour pouvoir bien identifier quelles valeurs que défend la voix du dragon à travers ces entités politiques. Et donc, ça va nous permettre de mieux répondre à la question. Donc, justement, je posais la question, c'était quoi le libéralisme? Quelle définition que vous donnez au libéralisme? Est-ce que vous avez... Alors, il y a Georgette qui souhaiterait intervenir, Maurice. Oui. Vas-y, Georgette.
je voulais poser la question. Est-ce que tu veux parler du libéralisme aujourd'hui? Non, de la définition du libéralisme. Mais c'est pas... Le libéralisme représente tout ce qui est social, tout ce qui est réduction du chômage, conditions des Noirs à aspirer à la liberté et dans les fonctions d'État. C'est ça le libéralisme américain. C'est pour ça que Trump les traite de gauche, d'extrême gauche. Parce qu'ils prônent la liberté, l'égalité et le droit au travail, le droit de vivre, comme que toutes les instances de la population aient les mêmes droits, c'est-à-dire le droit à l'éducation, le droit au travail et le droit à pratiquer la religion de son choix. C'est ça que le libéralisme d'aujourd'hui aux États-Unis. OK. Non, c'est valable pour nous aussi, pas seulement pour les États-Unis. Sophie qui dit que liberté vient de libéralisme. Je pense que c'est un jeu de mots intéressant. Marie-Christine qui dit que la définition de libéralisme égale l'égalité. Vas-y, Patricia. Oui, parce que je disais, comme je lève la main, personne ne me voit, donc je suis obligée de parler. Il faut attendre, c'est pour ça. Attends. Ah, il faut attendre? Oui, il va attendre ton tour. Alors, je disais donc, le libéralisme, je le vois dans les libertés des minorités déjà, des droits des minorités. Dans le libéralisme, liberté aussi, comme disait la sœur, de la religion, on est libre. Et liberté, on nous dit dans le domaine économique. Comment dirais-je, les libertés individuelles de chaque personne. On ne doit pas entraver la liberté individuelle de chaque personne. Chaque personne est libre d'aspirer à son bonheur, à sa manière, pourvu qu'il n'entrave pas le gouvernement. OK. Il y a quelqu'un d'autre qui voulait parler? Je crois qu'il y a encore 2 mains levées. Non, c'est pensez à baisser vos mains, Georgette et Patricia. Comment? Non, Georgette et Patricia qui vient juste de parler. Donc pensez à baisser vos mains. Ouais. Voilà. Alors je dis, ouais, voilà. Donc ça rentre dans le sens de la définition du libéralisme, qui est au courant de pensée qui prône des défenses des droits individuels, c'est-à-dire que la liberté, la sécurité, droit à la propriété et tout ça. Donc ça rentre un petit peu dans la définition que vous avez donnée. Donc c'est les valeurs que défendent les démocrates aujourd'hui. Et donc, et pour le républicanisme, ils prennent plus des valeurs conservatrices religieuses, on va dire. Tandis qu'au départ, nous voyons que c'était l'inverse, c'est-à-dire que c'est les républicains qui défendaient plus les droits individuels, puisqu'ils défendaient, ils étaient contre l'esclavage, et tandis que les démocrates, ils étaient pour l'esclavage. Donc maintenant, quelle indication que l'esprit de prophétie nous donne pour pouvoir reconnaître la voix du dragon? La dernière question, est-ce qu'on a le temps pour cette question? Une dernière question, Maurice. Oui. Alors, dans l'esprit de prophétie, puisque Ellen White fait une interprétation de ces versets et de ce chapitre, quelle indication qu'elle nous donne pour pouvoir reconnaître la voix du dragon par rapport à tout ce que nous avons décrit? Maurice, il y a Mélène qui te répond par une question. Elle te dit que si les démocrates prônent le libéralisme, alors comment vont-ils parler comme un dragon? Il faudrait pour autant qu'on arrive à la conclusion que les démocrates vont parler comme un dragon. Donc on n'est pas encore là. Est-ce que les démocrates ils vont parler comme un dragon? Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il nous faut regarder, en fait, quelle définition, quelle indication que Ellen White nous donne, parce qu'on sait que la voix du dragon, c'est l'intolérance, l'esprit d'intolérance et de persécution. Donc, maintenant, on a regardé au libéralisme, on voit que ça prône des valeurs qui défendent les droits de l'individu. Donc, maintenant, quelle indication pour pouvoir confirmer que l'esprit de prophétie nous donne pour nous permettre de reconnaître en fait la voix du dragon? Non, mais c'est par rapport à ce que le frère a dit tout à l'heure, quand il a dit que les démocrates, excuse-moi la phrase, j'ai pas une grande mémoire, hein. Il a fait comprendre qu'à un moment donné, les démocrates, ils vont en faire partie de, excuse-moi si j'ai mal dit, hein,
ils vont faire partie de la voie du dragon. C'est un truc comme ça que tu as dit? Non, non, je n'ai pas encore parlé. Je disais que les démocrates au début, ils ont défendu des valeurs qui vont à l'encontre des droits de l'individu, puisqu'ils étaient pro-esclavagistes au départ. Et les républicains, ils étaient contre l'esclavage. Et donc, on a vu que la définition du libéralisme, dans un sens général, c'est la défense des droits de l'individu. Le droit à la propriété, le droit à la sécurité, à la liberté, tout ce que vous voulez. Donc, on voit le contraste, en fait. Et je disais qu'aujourd'hui, les démocrates, ils prennent plus des valeurs libérales, tandis que les républicains, aujourd'hui, ils portent des valeurs conservatrices religieuses. Oui. Entre autres, il y a d'autres choses dans leur idéologie. Et ce que je disais pour la dernière question, quelle indication que l'esprit de prophétie nous donne qu'on puisse reconnaître la voix du dragon? Alors Maurice, une réponse de Clara, je ne sais pas si c'est par rapport à cette question-là qu'elle a répondu. C'était par les compromis. Ah ben tu vois. Je ne sais pas, Clara, tu veux intervenir pour savoir si c'est bien cette réponse-là? Alors tu dis compromis, mais est-ce que ça te permet de... Parce qu'il peut y avoir des compromis dans différents domaines, mais par rapport à ce que l'esprit de prophétie nous donne quelque chose de bien précis. Est-ce qu'elle parle de compromis? Qu'est-ce qu'elle nous donne pour nous permettre de reconnaître la voix du dragon? Clara, ton micro est fermé. Tu peux, vas-y. Non, ça n'a rien à voir. Ma réponse, c'était par rapport à une question que tu avais posée avant. Oui. Donc, c'était une question que tu avais posée avant et tu avais dit qu'on va conclure après ça. On n'est pas venu à cette conclusion maintenant. On ne vient pas à cette conclusion maintenant. Mais ça répond, je n'ai pas répondu en fait à cette question-là précisément. Ah, ok. Tu as compris? Il y a un décalage là. Attends. Sa réponse, c'est pour une autre question. C'était pour une autre question. Est-ce que tu peux... C'est quelque chose que tu avais vu avant, mais tu as dit qu'on ne va pas aborder cela maintenant. Mais c'était une question, voilà. Mais il y a un décalage par rapport aux réponses. Ah. Ma question ne convient pas à ta réponse de ta question-là maintenant, en fait, je veux te dire. Il y a un décalage par rapport à ça. Parce que là, on sait que ça va, par les compromis, on verra que sur la ligne par rapport avec Biden et Trump, il y a un compromis. Quand on voit ça avec la ligne de Henry Clay et tout ça, mais tu vois, il y a un décalage. Donc, ça ne correspond plus maintenant à la question posée. Je te remercie. Mais il y a Sophie qui te demande. Vas-y. Sophie. Alors Maurice, si je me rappelle bien ta question, c'était quelle indication nous donne l'esprit de prophétie pour nous aider à comprendre comment le dragon va parler, c'est ça? Oui. Donc je crois que la réponse, elle est dans Tragédie des siècles 479.1, où elle va comparer l'état d'esprit du dragon à celui du dragon et du léopard. Enfin, je ne sais pas si c'est ça la réponse, mais je lis la phrase. La prédiction disant qu'elle parlera comme un dragon et qu'elle exercera toute l'autorité de la première bête en sa présence annonce clairement l'apparition d'un esprit d'intolérance et de persécution analogue, donc une comparaison, à l'esprit manifesté par les nations représentées par le dragon et le léopard. Donc elle nous fait une comparaison avec un état d'esprit qui a déjà été manifesté dans les nations auparavant pour nous aider à comprendre quel sera cet esprit d'intolérance qui sera manifesté par l'agneau qui a 2 cornes et qui parle comme un dragon. Ouais. Nous laissons conclure, Maurice, parce qu'il nous faut terminer. Okay. Voilà. Donc on va revenir après sur ce point-là pour mieux comprendre, parce qu'il y a quelque chose de bien précis qu'elle nous apporte ici, une information assez précieuse pour bien comprendre la dynamique et puis l'accomplissement ou la signification de cette vision. Donc, on va faire une conclusion par rapport à ce qu'on a vu. Donc, on a vu qu'au verset 11, qu'il y avait cette bête qui monte de la terre avec 2 cornes et qui parlait comme un dragon. Donc, on a donné la signification des 2 cornes et puis on a vu ce que signifie le parler du dragon, un esprit d'intolérance et de persécution.
On a vu que ce sont des choses qui s'opposent et qui s'expriment maintenant au travers de l'entité politique des États-Unis. Donc, ça redescend, ça s'exprime au sein des partis qui sont en opposition, puisqu'on voit que les partis vont s'opposer en fonction de l'idéologie qu'ils vont porter. Donc, soit des valeurs libérales ou antilibérales, on va dire. Donc, après, au départ, on a vu qu'il y avait les républicains démocrates et puis qui ont donné naissance, les républicains à partir de cela ont donné naissance au parti Whig, le parti Whig qui s'est divisé à cause comment dirais-je, à cause du fait qu'ils étaient opposés à l'expansion de l'esclavage dans les États dans les nouveaux territoires. Et on voit qu'à cette époque-là, c'était les démocrates qui étaient esclavagistes et les républicains contre l'esclavage. Et ensuite, de nos jours, ces deux partis qui sont issus du parti démocrate républicain, les républicains et les démocrates aujourd'hui, ils ont changé d'idéologie en fait. Il y a eu un changement, mais après, si vous faites des recherches, je pense que c'est des choses que vous pouvez retracer un petit peu. Qu'est-ce qui fait que les démocrates aujourd'hui ont changé au niveau de leur idéologie? Et maintenant, ils portent plus des valeurs libérales, les démocrates, et les républicains, ils sont plus axés sur des valeurs conservatrices religieuses. Donc, c'est deux points qui sont assez importants à comprendre aujourd'hui, parce qu'on va, plus tard, lorsqu'on va regarder ces partis, on va revoir tout ce qui les compose en fait, tout ce pourquoi ils se battent aujourd'hui dans la société. Mais à travers cela, on voit qu'il y aura cette opposition qui a été décrite par Jean ou expliquée par l'esprit de prophétie, est toujours là. Ça veut dire que l'esprit du dragon, il est toujours là en fait. Et donc, il faudra qu'on l'identifie pour comprendre, pour savoir, pouvoir se mettre du bon côté, en fait, du problème. Parce que ce qui se passe aux États-Unis, c'est prophétique. Donc, on va conclure là et puis on va reprendre tout à l'heure. Notre Père Céleste, nous te remercions pour l'école du sabbat, pour ce moment que tu nous as permis de